Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'analyse de l'esprit de Bertrand Russell. C'est un livre qui date, oui, 1921, mais qui s'attaque à l'une des plus grandes énigmes de tous les temps. Une question que franchement, tout le monde s'est déjà posée un jour. Alors voilà la question. Comment ça se passe au juste? Nos pensées, nos sentiments, nos souvenirs, tout ce monde intérieur qu'on ne peut ni voir ni toucher, comment est-ce qu'il se connecte au monde physique, bien réel lui, fait d'atomes et de matière? C'est le grand problème corps-esprit. Et c'est de là que tout part. Et face à cette question, il faut savoir que pendant des siècles, la philosophie a été un peu dans une impasse. On avait en gros deux grands camps qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. D'un côté, il y avait les idéalistes. Pour eux, c'était simple. Seul l'esprit est vraiment réel. Le monde matériel, une sorte d'illusion, de projection. Et de l'autre côté, les matérialistes. Eux, c'était tout l'inverse. La matière est la seule chose qui existe. Et notre esprit, c'est juste un sous-produit de notre cerveau, un truc qui émerge de la biologie. Mais ce qui est dingue, c'est que même s'ils s'opposaient sur tout, ils étaient d'accord sur un point fondamental. L'esprit et la matière, c'était deux choses complètement, radicalement différentes. Et c'est là que Bertrand Russell arrive et met un grand coup de pied dans la fourmilière. Son idée est géniale. Et si tout le monde se trompait? Et si le problème, ce n'était pas les réponses proposées, mais la question elle-même? Et si les concepts d'esprit et de matière qu'on utilisait depuis des siècles étaient tout simplement bancals? Alors, cette intuition, elle ne sort pas de nulle part. Russell, il est inspiré par une contradiction assez fascinante qu'il observe dans la science du début du XXe siècle. On avait deux domaines qui semblaient partir dans des directions totalement opposées. C'était vraiment un truc de fou. D'un côté, on avait la psychologie qui devenait de plus en plus matérialiste. Les comportementalistes, eux, ils réduisaient l'esprit à des comportements qu'on peut observer, des réflexes, de la pure physiologie. L'esprit, ça ressemblait de plus en plus à une machine. Mais pile au même moment, la physique, avec Einstein, faisait exactement l'inverse. La matière, ce truc solide et fiable, se mettait à fondre. Elle devenait un monde abstrait fait d'événements, de champs d'énergie. Bref, la matière devenait de moins en moins matérielle. Un sacré paradoxe, non? Alors comment on résout un truc pareil? La psychologie qui transforme l'esprit en matière et la physique qui transforme la matière en quelque chose qui ressemble de plus en plus à de l'esprit. Eh bien, la solution que Russell propose est d'une élégance folle. Il fallait arrêter de se battre pour trouver la bonne réponse à l'intérieur d'un débat dont les fondations, en fait, étaient pourries. Il fallait plutôt faire sauter la question pour reconstruire sur des bases complètement nouvelles. Le point crucial, c'était de tout redéfinir. Et c'est là que Russell dégaine une idée incroyable, le monisme neutre. Pour faire simple, imaginez des briques de Lego. La brique de Lego en elle-même, ce n'est ni une voiture ni une maison. Elle est neutre. Mais si on assemble ces briques d'une certaine façon, on obtient une voiture. Si on les assemble autrement, on obtient une maison. Pour Russell, c'est pareil avec l'univers. La substance de base du monde n'est ni mentale ni matérielle. Elle est neutre. Et l'esprit et la matière? Eh bien, ce sont juste deux arrangements différents de cette même substance primordiale. Ok, l'idée est super séduisante, on est d'accord. Mais concrètement, comment est-ce qu'une seule et même substance peut donner des expériences aussi différentes que, disons, la sensation de toucher une pierre bien dure et l'image d'un souvenir qui flotte dans notre tête? Pour qu'on comprenne bien, Russell utilise une analogie vraiment lumineuse, c'est le cas de le dire. Il nous demande d'imaginer qu'on photographie une étoile très très lointaine. En fait, cette fameuse substance neutre, il faut se la représenter comme une infinité de micro-événements, des happenings comme il dit. Et toute la clé du truc, c'est qu'on peut organiser ces événements de deux manières. Soit on les regroupe par l'endroit où ils arrivent, soit on les regroupe par l'objet qui les a émis. Alors, visualisons. L'étoile, elle envoie de la lumière partout, dans toutes les directions. Chaque petit photon de lumière, c'est un événement. Ces événements voyagent dans l'espace et finissent par arriver à des millions d'endroits différents. Sur la rétine d'un œil, sur une plaque photographique, sur une autre planète à des années-lumière. Et c'est là que tout devient clair. Si on prend tous les événements lumineux qui viennent de plein d'étoiles différentes, mais qui arrivent tous au même endroit, disons notre plaque photo, on obtient une perspective unique sur le cosmos depuis ce point. Ça, c'est l'esprit. A l'inverse, si on prend tous les événements qui viennent d'une seule et même source, notre étoile, mais qu'on observe depuis plein d'endroits différents dans l'univers, on obtient l'objet physique lui-même. Ça, c'est la matière. L'esprit et la matière sont donc faits de la même étoffe. C'est juste la façon de la tisser qui change. Et cette idée, si on la suit jusqu'au bout, elle a une conséquence absolument vertigineuse sur la façon dont on perçoit ce qu'on appelle la conscience. Si l'esprit n'est qu'un arrangement, une perspective, alors l'idée d'un jeu central, d'une petite âme aux commandes qui serait en train de faire l'action de penser, eh bien cette idée devient superflue. Pour Russell, cet acte de pensée, c'est juste le fantôme d'une vieille croyance. Il y a bien des pensées, oui,
Mais il n'y a pas besoin d'un penseur caché derrière le rideau? Du coup, la conscience elle-même, elle perd son statut de grand mystère de l'univers. Ce n'est plus une chose fondamentale qui existerait en soi. Ce serait plutôt un mot. Un mot bien pratique, une habitude de langage pour décrire cet arrangement très particulier d'événements qui constitue notre point de vue sur le monde. Russell adorait cette citation de William James qui a énormément influencé sa pensée. La conscience ne serait qu'un simple écho, une faible rumeur. C'est le bruit de fond qu'on entend encore un peu après que le concept d'âme a disparu. C'est une image incroyablement poétique pour une idée philosophique aussi radicale. Tout ça nous laisse avec une pensée pour le moins vertigineuse. Si la seule différence entre notre monde intérieur et l'univers extérieur est juste une question d'arrangement, de point de vue, alors la frontière entre le soi et le monde, elle devient incroyablement floue. Ça change complètement la perspective, non? On n'est plus un fantôme coincé dans une machine, mais on est une perspective unique, tissée à même l'étoffe de la réalité.